1913. La fontaine abreuvoir de la cigalerie. De là, par le chemin des chevaux qui permet d'accéder, en haut, au village de Vauquois, peuplé de 168 habitants. D'après la tradition, ce lieu fut occupé dès l'époque romaine et s'appelait le Mont des Cigales, d'où le nom de cigalerie. Car c'est bien un mont, plus exactement une butte témoin, c'est-à-dire une imposante colline détachée du massif argonnais. La butte de Vauquois a une altitude de 289 mètres. Elle domine les environs de 70 mètres. De tout temps, les hommes s'en servirent donc d'observatoire. Ainsi, en 888, c'est de là que furent repérés les Normands qui, après leur échec devant Paris, se dirigeaient vers l'est. Cette information permit à Eudes, roi des Francs, de les rattraper et de les massacrer du côté de Montfaucon. 1914. La guerre éclate. Les états-majors sont particulièrement conscients de l'intérêt stratégique de Vauquois, car c'est un observatoire exceptionnel, mais aussi un verrou qui permet de contrôler la route et la voie ferrée de Paris-Verdun. Des efforts titanesques sont déployés pour en être maîtres. En août-septembre, les Allemands s'en emparent. Puis les Français la reprennent et la reperdent. Durant le dernier trimestre 1914, les Français lancent de grands assauts pour la reconquérir. Georges Boucheron, le 29 octobre. À la baïonnette, en avant! Nous nous élançons. Les Boches qui nous dominent tirent comme à l'affût. Presque toutes les balles touchent la tête. Les obus arrivent sur nous avec précision. La terre tremble sous les explosions. Je vois, à l'arrière du képi de mon voisin, une goutte de sang perlé. Un peu de matière blanchâtre apparaît. Un petit soupir s'exhale de sa poitrine, puis sa figure devient terreuse. Et le corps s'abat, le nez dans la boue. C'est fini. Je repars en avant de toutes mes forces, puis je m'étends de tout mon long. À ma gauche, s'abat un grand gaillard. La balle a pénétré au sommet de la boîte crânienne. Comme un bœuf qu'on assomme, il est tombé. Un cri formidable est sorti de sa poitrine. Et maintenant, lentement, sort la cervelle. Elle coule presque à toucher ma joue. Puis l'ordre de repli est donné. Le spectacle est horrible. Les corps sont affreusement mutilés. Je heurte du pied involontairement une mare de boue et de sang. C'est un soulier duquel émerge une jambe, coupée en son milieu. Plus loin, un cadavre, à moitié déshabillé, gît le ventre ouvert. Ces trois grands assauts échouent. Le secteur de la Voie des Chevaux, dès lors appelé Chemin Creux ou Boyau de l'Est, est l'un des plus meurtriers. Le 17 février 1915, après une importante préparation d'artillerie, les Français lancent une nouvelle offensive vigoureuse. Un poilu anonyme écrit dans un journal de tranchée. Nous étouffons. Les bretelles des sacs coupent, arrachent, affaissent les épaules. Elles font jaillir en avant les têtes au bout des coups et font entrer les plis du linge dans la chair meurtrie. Les courroies du bidon et de la musette croisée empêchent de respirer. La sueur coule sur les fronts, les joues, le long des nez qui luisent. Nous la sentons qui sort, en picotement aigu, dans le dos, et ruisselle de là jusqu'au rein, où elle s'accumule sous la pression du ceinturon. Elle dégouline le long des bras, nous colle nos manches à la peau, et nos doigts goûtent au bout de nos mains rouges, énormes. Nos jambes amollies, flasques, détrempées par cette moiteur, ne nous portent qu'à grand-peine. En bas,
se trouvent les musiques des 31e et 76e régiments d'infanterie. En pleine vue de l'ennemi, elles jouent en permanence la Marseillaise, malgré les vides sans cesse creusés parmi leurs exécutants. Les Allemands résistent. C'est un échec. Le 28 février, 5 autres assauts échouent encore. Le 1er mars, nouvelle attaque. André Pézard, du 46e régiment d'infanterie, auteur de « Nous autres à Vauquois », un des chefs-d'œuvre littéraires de la Grande Guerre, monte par ici. Sur le bord du chemin sont alignés des corps. Les uns voilés de pauvres toiles de tente, bien allongées. Les autres, la plupart, encore à découvert, tordus par la dernière souffrance. Toutes les faces boueuses comme des algues. Des sillons informes labourent des visages. Des taches noires engluent les capotes déboutonnées, débraillées, arrachées. Et toutes ces jambes, toutes ces cuisses rondes et ballonnées, ces jambes qui se tendent vers nous, parallèles. Ces godillots à la boue sèche et lisse qui pointent en l'air en longs chapelets irréguliers. Le 1er mars 1915, les Français, au prix de 1600 tués et blessés, réussissent enfin à atteindre le haut de la butte. Georges Boucheron. Nous arrivons en plein centre du village, ou plutôt sur l'emplacement où fut le village. Le sol est retourné complètement. Je n'aperçois plus aucune maison, mais seulement quelques amoncellements de briques, de pierres, de terre, et c'est tout. Ma section est établie immédiatement derrière ce qui reste de l'église. Nous sommes derrière un pan de mur. Les Boches sont juste derrière. Chaque tête qui se montre au-dessus du mur, d'un côté comme de l'autre, saute immédiatement, atteinte à bout portant. Les Allemands étant supérieurs en nombre, Boucheron fait évacuer sa section. De trou d'obus en trou d'obus, nous reculons. Mais l'ennemi est à bout de souffle et de force. Il s'arrête. Nous organisons rapidement la défense. Les hommes qui sont disponibles entassent les cadavres, les briques, les pierres et forment ainsi un premier retranchement. Une vingtaine d'hommes, sur plus de 50 partis. C'est tout ce qui reste de ma section. Durant 4 jours, les Allemands contre-attaquent furieusement. Mais les Français se cramponnent. Georges Boucheron. Depuis 4 jours et 4 nuits, nous nous battons sans interruption, sans sommeil. Quelle somme de résistance offrent le corps et la volonté. C'est presque inimaginable. Les vivres sont épuisés. Nous avons tous le ventre creux. À tour de rôle, nous fouillons les cadavres. L'enivrement du combat a disparu. Comme des bêtes traquées, nous tendons nos nerfs. Les obus semblent vouloir tuer plusieurs fois les morts. Les têtes, les membres, les débris de chair volent avec les pierres et retombent autour de nous
nous restons abrutis, résignés surtout. Au milieu du fracas, une explosion nous soulève. 4 corps retombent près de nous. Une plainte sinistre monte dans la nuit. Au secours. Ayez pitié. Sauvez-moi. Le pied est presque enlevé et ne tient à la jambe que par quelques lambeaux de chair et de vêtements. Le sang gicle. L'un de nous fait un pansement et arrête l'hémorragie. Il n'y a même plus un brancard. Le 5 mars 1915 débute la guerre d'usure. Jusqu'en septembre 1918, soit durant 3 ans et demi, le front ne bougera plus ici. Auguste Schmitz. Wir sind auf einer Höhe im Vorsprung der Argonnen. Da war früher ein schönes Dorf mit einer Wallfahrtskirche. Wir und die Franzosen halten diesen Hügel. Nous sommes sur une butte avancée de l'Argonne. Il y avait autrefois un joli village avec une église de pèlerinage. Les Français et nous possédons ce mot. À travers des camps éboulis s'étirent des 2 côtés des tranchées, des abris, des passages de liaison. Leur nom, cave de la mairie, cave des cadavres, chemin des blessés, boyau des morts. Hermann Hoppe. Il m'est déjà arrivé de voir des villages détruits, mais je n'ai jamais rencontré de tas de ruines comme celui-ci. Je suis sûr que l'on ne peut donner une image plus affreuse de la destruction. L'artillerie lourde a occasionné des ravages effrayants. Les tranchées partent en tous sens. De l'église, il ne reste qu'un petit mur, le seul encore debout dans tout le village. Une cloche se trouve dans une tranchée. Des morceaux de bancs, des monuments funéraires, des squelettes humains arrachés au cimetière par les obus. Tout cela gît dans un désordre indescriptible. Je suis au poste de grenade à main et me tiens à une dizaine de mètres des Français. Par 2 fois, ils ont essayé de s'emparer de notre position, mais ils sont repartis après avoir subi de lourdes pertes. Ici, l'Ostküpschen, le dôme de l'Est. C'est la première ligne allemande, à l'emplacement de l'ancienne grand-rue du village pulvérisé. Les Français sont en face. C'est une véritable guerre de siège. À la main, puis au moyen de marteaux-piqueurs pneumatiques et perforateurs, des galeries sont creusées pour faire exploser des fourneaux de mines sous la ligne ennemie. Ces explosions provoquent des entonnoirs. Un soldat allemand. Mon métier d'ébéniste m'a conduit sur cette butte de Vauquois, une 20aine de kilomètres dans l'ouest de Verdun, au cœur de cette Argonne autrefois si verdoyante. Avec les menuisiers, les scieurs de long, nous étayons les galeries où nos pionniers posent les mines. Nous sommes devenus des taupes. Et tout ça pour grignoter quelques mètres carrés de terrain que nous perdrons demain. La parade consiste à creuser un rameau sous la galerie adverse afin de la détruire grâce à une charge d'explosifs plus petite appelée camouflet. À partir du printemps 1915, la guerre à Vauquois est également souterraine. L'augmentation du poids des fourneaux de mine est stupéfiante. Quelques dizaines de kilos au début, puis, à la fin de l'année, 1 tonne. André Pézard.
Ces sauvages me bousculent et me réveillent en sursaut. Une mine! La cabane a sauté comme un wagon tamponné tandis qu'un fracas massif fait gronder la terre. Je file voir ce qui se passe. Une pluie de pierres et de terre retombe. Les moellons, les quartiers de roches se mettent à choir du ciel et ébranlent le sol de secousses mates. Il y a exactement un siècle, dans les 10 premiers jours d'octobre, Français et Allemands font exploser 6 mines et camouflets, avec un total de 3 tonnes d'explosifs. Les Allemands creusent des galeries à partir de puits. En 1916, ils procèdent à des forages horizontaux. Les Français, quant à eux, utilisent toujours la technique des galeries à partir de puits et décident ensuite de progresser au moyen de descendrilles, c'est-à-dire des galeries en pente. La lutte souterraine s'intensifie. Les quantités d'explosifs progressent encore et dépassent 10 tonnes par fourneau. André Pézard, le 3 mars 1916. Cataclysme! Je me sens soulevé sur ma planche et balancé entre les rondins qui s'inclinent comme des roseaux. Je me cramponne au cadre de la galerie qui se dérobe. C'est une mine formidable qui vient de sauter tout contre nous. Je jaillis par l'escalier à moitié rempli de terre. Le sol a été nivelé par ondulations confuses, comme une mer tumultueuse qui tourbillonne sur une flotte engloutie. Des débris innombrables viennent y affleurer, brassés au gré des énormes bouillons de terre. Tout un angle de la butte a disparu dans le vide. Le trou est large de 60 mètres. C'est presque inimaginable. 20 jours plus tard, une mine française de 12 tonnes ensevelit 30 Allemands. La plus grosse charge tirée, 60 tonnes, tue 108 Français le 14 mai. La secousse est ressentie jusqu'à 5 km à la ronde. Les ruines du village sont pulvérisées, disparaissent totalement comme englouties. À leur place, une chaîne d'entonnoirs coupe de plus en plus profondément la butte. Le 10 décembre 1916, une mine allemande explose à l'emplacement de la maison natale du général Després, provoquant un cratère de 45 mètres de diamètre. 50 Français ensevelis sont sauvés, mais 21 autres ne sont pas retrouvés. Les drames sous terre se multiplient. Un fourneau de 22 tonnes en cours de chargement explose. 36 Français sont tués. Plus tard, les Allemands perdent 24 hommes en train de charger une mine. Feldwahre numéro 3, poste de garde numéro 3. En 1916, il est aménagé en blocos observatoire avec un périscope télémétrique. Une descente y est aménagée pour accéder à des cantonnements et à des cuisines à moins 10 mètres. Car la butte est devenue une véritable cité souterraine. Du côté allemand, plus de 17 km de galeries, 184 salles, des postes de commandement, dépôts de munitions, infirmerie, salle des machines. Les rameaux d'attaque sont creusés jusqu'à moins 60 mètres. Les Allemands en forent même à moins 100 mètres.
Sur le versant nord, ils créent des tranchées. 5 postes de Minenwerfer, des abris. Et tout en bas, ils implantent la gare terminale de la voie de 60 qui apporte les matériels de Varennes. En haut de la butte, les belligérants, séparés par les cratères du volcan en éruption, s'affrontent avec acharnement. Aucune attaque ou contre-attaque n'est décisive. Les pertes sont effroyables. L'odeur des cadavres empeste l'air. Hermann Hoppe. J'ai été désigné pour dégager de la tranchée un camarade mort. Un travail horrible. Par chance, un fantassin qui se trouve là nous vient en aide. Pour cela, il reçoit l'argent du défunt, près de 8 marks. Le mort sent déjà très fort, si bien que j'en ai presque mal au cœur. Hélas, il n'est pas question de penser à l'enterrer. Aussi, il est simplement lancé par-dessus le parapet pour être ensuite recouvert à la pelle pendant la nuit. Par ses lettres, nous apprenons qu'il était le fils d'une veuve qu'il aimait sans doute beaucoup. J'écris à cette dame que nous avons creusé une tombe honorable à son fils, bien que ce ne soit pas l'entière vérité. Les esprits sont rongés par l'espoir insensé de vivre et la hantise de mourir. Ma chère Olga, en t'écrivant, je redeviens ce que j'ai été et j'oublie un peu ce que je suis. Tu ne peux pas savoir combien je t'aime, plus peut-être que lorsque j'étais près de toi. Car le passé devient plus cher, la vie plus désirable. En arrivant ici, j'ai laissé une partie de moi à l'arrière. Un seul interlocuteur me reste, l'amour. Voilà pourquoi je réussis parfois à rêver à ma future permission. Mais cet espoir ne dure jamais, car sans cesse résonne en moi notre chant funèbre. J'avais un camarade, un meilleur on n'en trouve pas. Le tambour battait pour le combat, il allait à côté de moi, marchant du même pas. Une balle arrive à la volée, est-elle pour toi, est-elle pour moi? C'est lui qu'elle a touché. Il est couché à mes pieds comme si c'était une part de moi-même. Il veut me tendre la main alors que je suis en train de charger. Je ne peux te donner la main. Toi demeure dans la vie éternelle, mon bon camarade. Ici se trouvait le cimetière du village. À côté s'élevait l'église. Un peu plus à l'est, le 23 mars 1915, les Allemands attaquent au lance-flammes. 3 mois plus tard, les Français répliquent. Une compagnie spéciale des sapeurs-pompiers de Paris vient pour projeter 3000 litres de pétrole enflammé sur la première ligne allemande. Mais le liquide est enflammé trop près de la tranchée française, alors que le vent, venant de tourner, rabat les flammes sur elle. Bilan, 29 Français morts brûlés vifs et une centaine de blessés. La guerre des taupes se poursuit.
sous terre, c'est une termitière de plus de 20 km de galeries et de rameaux de combat. Hermann Hoppe. Nous travaillons dans une sape très en avant. Là, nous sommes seulement à 6 mètres de l'ennemi. On l'entend clairement creuser. Il travaille près de nos positions, si bien que nous pouvons nous attendre à chaque instant à sauter. C'est horrible de travailler si près de l'ennemi dans la nuit. Cette lutte souterraine provoque au total 519 explosions. Sous leur effet, la butte est littéralement rabotée. Elle perd 8 mètres d'altitude. Considérant l'inutilité de cette forme de combat, les deux états-majors décident, en juin 1917, de stopper progressivement la guerre des mines. Cependant, les entrailles de la terre sont encore secouées par les explosions de camouflets. À la mi-décembre 1917, un rameau allemand et un rameau français sont face à face, séparés de seulement 1 mètre. Pionniers allemands et sapeurs français décident alors d'arrêter le combat durant 2 semaines. Finalement, d'autres soldats allemands arrivent et reprennent la lutte. 1 mois plus tard, 2 rameaux se rejoignent encore. En surface, dans le chaos, les belligérants demeurent aussi face à face. Bombardements et corps à corps se succèdent. La longue liste des pertes ne cesse de s'allonger. Et pourtant, par les boyaux aboutissant aux tranchées, les hommes arrivent toujours pour s'affronter. Ich hatt einen Kameraden, einen besseren findst du nicht. Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite, im gleichen Schritt und Tritt. André Pézard. Notre secteur est un dédale d'éboulement pâle comme cendre, aussi désolé que le grand ciel rude. Les boyaux écrasés s'enchevêtrent, tous semblables. À chaque pas, on se croit égaré dans ces coins de désert qui sortent les uns des autres, dans cette monotonie qui renaît d'elle-même. On se dirait ensablé dans un cauchemar sec et compliqué, dans des combinaisons arides de lignes et de chiffres. Partout, des pierres qui se désagrègent, des boîtes de conserve tordues, des piquets qui branlent, des cascades de loques couleur de zinc, des chevaux de frise dont les fils barbelés s'embrouillent comme des démêlures, des fusils cassés et tordus, des poignées de baïonnettes avec un tronçon de lame, des chargeurs allemands, des outils brisés, des rondins, des planches et de la terre et des pierres. Tout cela traîne au hasard et s'embrouille misérablement. C'est un désordre sale et maigre.
Le ciel flamboie sur la butte, ce grand corps de lépreux. Et la terre s'ensevelit sous la puanteur terrible des vieux morts, dure et gluante. Certaines places vagues du sol effrité sont couvertes de fumée aux tourbillons vibrants. Là, les grosses mouches jaunes. Ici, les grosses mouches bleues gorgées de pourriture. Oh, vous autres, les autres qui êtes ailleurs et qui serez plus tard, vous ne comprendrez jamais. Vous ne sentirez jamais. Vous serez comme des étrangers. Vous ne saurez point ce que cela veut dire. Au lendemain de la guerre, l'amicale du 46e régiment d'infanterie lance un projet de monument commémoratif. Un comité est créé et choisit comme localisation le point le plus élevé de la butte, sur la première ligne française, à l'emplacement de la rue des Juifs. Un sculpteur est choisi, Marius Roussel, ancien combattant de Vauquois. Le 18 octobre 1925, les travaux sont réceptionnés et la lanterne des morts est allumée pour la première fois. L'obélisque est couronné de croisillons composés de glaives, symbole de courage et de paix, car leur pointe est dirigée vers le bas. En dessous est représentée une scène de tranchée de 1915. Un soldat, grenade et fusil en main, guette. À côté de lui, un camarade est écrasé de fatigue. Derrière, le tronc d'arbre rappelle le célèbre marronnier de la place de la mairie, déchiqueté puis coupé par les mitrailleuses allemandes. Le monument est inauguré l'année suivante par Raymond Poincaré, en présence de 5000 personnes, dont le général Gouraud, gouverneur militaire de Paris, ancien combattant de la haute chevauchée, le colonel Santo Garibaldi, le député-maire d'Orléans, l'évêque de Verdun, un pasteur et un rabbin. André Pézard, en 1915. Ce soir, torpille et marmite. Le pauvre grand poussin que j'avais pris comme planton il y a 2 jours pour le garder un peu de la peine a reçu un éclat dans le côté. L'explosion l'a flanqué sur la pierre avec une brutalité odieuse. Et son regard cherche le mien avec tant de stupeur, de tristesse, de confiance, que j'ai envie de pleurer, en lui disant « Ce n'est rien, mon vieil ami, vous avez la bonne blessure. » Mais je sens s'alourdir sur mon poignet sa nuque grise aux petits cheveux tièdes. Et maintenant, il va mourir. Tout d'un coup, les Boches ont lancé 3 crapouillots. Nous avons un tué et un malheureux, horriblement blessé. 2 camarades l'emportent. Son bras droit à demi arraché pend et tressaute. Le cou cassé, le menton et le nez dans la poitrine,
Le front ridé, émaculé de rouge, il semble nous regarder en dessous, avec des yeux troubles, pleins de mortels reproches. Ses plaintes, à chaque respiration, font un glou-glou aigu de gargarisme, un roucoulement étranglé dans le sang. Les galeries françaises sont réalisées conformément au plan établi par le génie. Une est affectée aux officiers du génie. Cette galerie comprend 10 salles. Poste de commandement, dépôt de matériel et couchage des hommes. Dans son entrée, un géophone. Cet instrument est composé d'un stéthoscope ou vibreur qui amplifie les sons que le soldat entend grâce à 2 écouteurs. Sa portée est de 20 mètres. Il permet de localiser les rameaux de l'ennemi et d'évaluer les travaux. Coup de pioche, évacuation des remblais, chargement des explosifs. La fin des bruits signifie qu'une explosion est imminente. Il pleut une de ces pluies froides, fines, éternelles, dont rien ne protège. Ce boyau est un ruisseau couleur de terre, un ruisseau immobile. De l'eau, de la boue. On y enfonce, on y glisse, attiré par une irrésistible force. Les parapets s'écroulent par blocs. La terre descend vers l'eau et s'y mêle. Dans ce liquide pesant, les hommes s'engloutissent aussi, parfois. Le néant. « 26 septembre 1918. La 35e division d'infanterie américaine libère Vauquois. L'heure du bilan a sonné. 14 400 Français et Allemands ont été tués ici. Parmi ceux-ci, Henri Collignon. Une stèle est érigée à sa mémoire. Préfet, puis conseiller d'État, Henri Collignon avait 56 ans lorsque la guerre éclata. Pourtant, il s'engagea comme simple soldat de première classe. Porte-drapeau du 46e régiment d'infanterie, il obtint, à force d'insistance, une affectation en première ligne. Il fut tué le 16 mars 1915 en allant porter secours à un camarade blessé, non pas en ce lieu, mais à côté de la fontaine de la Cigalerie.